Bienvenue, chers téléspectateurs. Vous suivez Info Pacifique. Voici les points qui dominent l'actualité aujourd'hui. Les faits saillants de l'actualité: assassinat ce jeudi à la mi-journée de l'homme d'affaires Michel Saillé à la Lue par des individus armés non identifiés. 2 des proches de la victime en sont sortis blessés lors de cette attaque. Renvoi s'inédié de la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment de la Faculté des sciences humaines à l'avenue Christophe. Prévu pour ce jeudi, des étudiants de la FACH ont protesté contre la présence du recteur de l'UEH, Fritz Deshommes, ainsi que le directeur général du BMPAD, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, à la faculté. Le président de la République a rendu hommage ce jeudi au chanteur vedette du groupe Tabou Combo pour sa contribution dans la promotion de la culture haïtienne via le compas. Vers une plus grande implication des citoyens dans la lutte contre la corruption, le directeur général de l'ULCC a installé la première boîte d'alerte anti-corruption ce jeudi au niveau du parquet de Port-au-Prince. À l'étranger, violence policière aux États-Unis. Un mouvement de boycott inédit dans le monde du sport en passe d'être annoncé. Restez branchés, ces titres et bien d'autres encore seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bienvenue encore, chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre. Voici le développement. Assassinat ce jeudi à la mi-journée de l'homme d'affaires Michel Saillé à la Lue par des individus armés non identifiés. 2 des proches de la victime en sont sortis blessés lors de cette attaque. Une information confirmée par le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, qui a par ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête autour de ce crime. Initialement prévue ce jeudi, la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment de la Faculté des sciences humaines a été reportée à une date ultérieure selon l'un des responsables de cette entité de l'Université d'État d'Haïti. À l'origine de cette décision, des étudiants de la dite faculté ont érigé des barricades de pneus enflammés à l'entrée du bâtiment 6 à l'avenue Christophe pour protester contre la présence du recteur de l'Université d'État d'Haïti, le professeur Fritz Deshommes, à cette cérémonie. Écoutons les déclarations de ces étudiants au micro de Wesley Jean-Baptiste et de Joseph-Philippe François. Comme dirigeant, il n'y a pas de question savoir, de question université. C'est juste Japon qui finance réhabilitation, mais reconstruction, faculté des sciences humaines. Et dans le lancement activité ça qui était fait l'année passée, côté Ignace Saint-Fleur qui était là, qui est directeur corrompu BMPAD là, et puis le recteur contesté Deshommes qui était là, nous et campé pour nous te dire non avec type de dirigeant ça a pénétré l'espace faculté des sciences humaines. Donc tu as gagné 19 étudiants et recteur contesté Deshommes, il était mis dehors arbitrairement et qui t'a bataille pour bonnes conditions et la vie en l'université. Donc par rapport avec Deshommes qui est venu l'année passée, nous te dit non, nous pas d'accord un recteur qui contestait, mettez étudiants dehors sous base faux accusations. Et dans ce sens nous-mêmes nous camper aujourd'hui et nous camper l'année passée encore pour nous dire monsieur, il pas pénétrer espace université spécialement espace faculté humaines, pas avant que pas de lumière qui fait sous 19 étudiants ou mettez dehors arbitrairement dans l'espace. Nous camper, nous mobiliser en dans l'avenue Christophe là, nous dit depuis nous là, monsieur pas pénétrer espace là, pas avant que pas de lumière qui fait sous 19 étudiants ou mettez dehors arbitrairement. Il y a un dernier rapport pour supérieur des comptes, lui-même qu'elle sorti, côté recteur à l'université à lui-même, lui épinglé dans le rapport ça. Nous même étudiants sciences humaines qui disaient non, on a bataille pour transformation, on a bataille pour développement société. Nous dit nous pas qu'à fonder société sous impunité. Nous dit Fritz Deshommes, nous dit directeur BMPAD là, nous dit Jovenel Moïse, il n'y a pas de guide ou appeler faculté des sciences humaines. Et nous avons demandé pour le supérieur des comptes du côté administratif faire audit dans le rectorat universitaire. C'est une institution, l'argent qui est bali comme budget, nous ne pouvons pas le faire avec parce que dans l'université côté qui a étudié, espace faculté, conditions d'étudiants sont pas réunies. Nous pas contre l'inauguration, nous avons la possibilité pour ensemble de monde aller en l'air. Tout simplement, nous ensemble de nègres indexés avec l'argent qui est dans l'argent Petro-Caribéen. Nous ensemble institution, nous disons qu'il doit appeler les facultés sciences humaines. C'est ça la revendication de nous-mêmes étudiants sciences humaines. De son côté, le coordonnateur du conseil de la faculté des sciences humaines a indiqué qu'il était pratiquement impossible pour les organisateurs de tenir la cérémonie en raison du mouvement des étudiants. Josué Vaval dit souhaiter qu'une solution soit trouvée à ce problème en vue de faciliter l'inauguration du bâtiment rénové de la FACH qui a été endommagé par le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Depuis le matin, aux abords de la faculté, il y a des barricades qui étaient dressées
et également par la suite un caoutchouc qui t'a brûlé, une impossibilité pour une circulation correctement dans la zone là. Au fur et à mesure, la situation ça a évolué, les bloqués à terre particulièrement qui menaient vers la faculté A pour raison ça et diverses autres qui coordonnaient par rapport à situation difficile liée à contexte et cérémonie inauguration les reportés. Semble-t-il c'est des contestations étudiantes. En gros c'est censé ça, c'est ça qui expliquait barricade. Sauf ça nous avons remarqué c'est que ils ont empêché accès à certains monde qui a dû participer dans la cérémonie. Pour raison ça, nous pensons que nous devons prendre une décision ensemble avec le monde qui était censé gagner le protocole là. Donc renvoyer activité. Par exemple, le protocole là, il était lié d'abord à l'ambassade du Japon, puisque c'est lui-même qui finançait la réhabilitation. Ensuite, PMPAD qui était servi pour faire tout le processus, appel d'offres, choix, compagnie, et également le rectorat de l'Université d'État d'Haïti. En fait, c'était 3 protagonistes qui sont censés, mais c'était surtout PMPAD qui était chef protocole là. Mais ça nous constate c'est que c'est incapacité pour circulation était faite normalement. On a fixé les suites nécessaires au fur et à mesure, on est capable de connaître qui ça peut le faire en jour à venir. Dossier enseignement. Des syndicats d'enseignants ont à nouveau gagné les rues de la capitale afin de réclamer de meilleures conditions de travail. Les protestataires fustigent contre le comportement du ministre de l'Éducation nationale qui, selon eux, ne fait aucun cas de leurs revendications. Lors de ce mouvement, le coordonnateur général de l'UNOE, M. Wilbert Franck, a également exhorté les autorités étatiques à mettre en place des dispositifs pouvant améliorer la qualité de l'apprentissage au niveau des établissements publics. Les institutions de microfinance sont désormais placées sous le contrôle de la Banque de la République d'Haïti, BRH, selon le dernier décret de l'administration Moïse Joute, publié en date du 25 août au journal officiel Le Moniteur. La BRH aura à établir sous peu les modalités de reconnaissance et le fonctionnement des institutions de la microfinance et de microcrédit, selon le dit décret. Le président de la République, Jovenel Moïse, a reçu ce jeudi au Palais national le chanteur vedette du groupe Tabou Combo, Roger Eugène dit Choubou. Le chef de l'État en a profité pour décerner un diplôme de l'Ordre national, honneur émérite, au grade d'officier au lead vocal de la formation Tabou Combo pour son apport au rehaussement de la culture haïtienne à travers le compas durant des décennies. Parlons santé, le centre hospitalier de Fontaine, Cité Soleil, a inauguré hier mercredi son premier bloc opératoire après plus de 25 ans de service à la population. Avec 3 salles d'opération dont une présentement en fonctionnement, le centre hospitalier veut améliorer sa qualité de service à la communauté en offrant entre autres des services de soins en trauma thoracique et abdominal, hémorroïdes, hydrocèle et péritonite. Plus d'explications dans ce reportage de Moïse Saint-Éloi et de Rigard Noël. Suivez. Situé au cœur de la commune de Cité-Soleil, servant la population depuis plus de 25 ans, le centre hospitalier Fontaine a inauguré son premier bloc opératoire ce mercredi 26 août 2020. Le docteur Max Odolphe Saint-Albin, qui se félicite de cette initiative, précise que ce bloc opératoire peut recevoir tout type de chirurgie et servir à tant d'autres interventions. Il y a une salle de réanimation qui a 4 cabanes là-dedans. Il te montre nous partie stérilisation. C'est là-dedans, lorsqu'il opéré, matériel lui a décontaminé, lui stérilisé. C'est là-dedans que il y a certains appareils qui pour décontaminer, qui pour désinfecter. Ouais, nous avons mis 3 salles d'opération. Pour l'instant, il y a une qui est fonctionnelle. Nous avons dans l'image, nous sommes ouverts, nous voyons que c'est 11 salles qui marché qui équipées pour le faire n'importe qui chirurgie. Ouvert à tous, le docteur Saint-Albin informe que les femmes enceintes seront reçues sans problème pour leur accouchement, même si elles n'ont pas été suivies durant leur grossesse dans ce centre hospitalier.
Dans la même veine, il conseille aux personnes atteintes de prostate, de hernie, de kyste et d'appendicite de se faire ausculter par un spécialiste de l'hôpital. Obstétrique gynécologie, ça veut dire qui ça? Femme enceinte là, certainement, il est capable d'accompagner, capable d'accoucher ici là, s'il besoin de section césarienne, eh bien, il a fait là. On dit qu'il y a lipome, petit boule qui lève sous le corps jusqu'à gros bagaille, c'est-à-dire appendicite, ou un problème vésicule biliaire, hernie, opération ça a fait ici là. On qui a un problème urologie, on qui a un problème ça aurait et prostate, OK, bagaille ça yo a fait ici là tout. Alors que plusieurs milliers de familles auront à bénéficier des services de ce bloc opératoire qui contient 3 salles d'opération, Georges Ulysse, responsable du centre hospitalier Fontaine, se plaint de la non-assistance financière de l'État dans le fonctionnement de l'hôpital dans un moment où la population est de plus en plus dans le besoin. Ici, zone n'a servi pauvre parmi plus pauvres. Là, ce côté de presque exonérer tout le monde parce que 90% de monde cuisine n'est pas capable. Malheureusement, nous avons pile pour mettre ça l'État pour qu'on jamais kembe. Parce que là, nous avons un support l'État vraiment. Nous avons aucun médecin, etc., qui paye pour nous ni rien. Ça a été un accord avec le ministre Florence. Malheureusement, pas aucune suite jusqu'à qu'on y a. Comme prochaine étape, Georges Ulysse promet de nouvelles salles d'opération et d'autres services de santé. Prochaine étape là, c'est que nous avons besoin d'un deuxième bloc, une deuxième salle d'opération. Nous avons radiographie que nous commençons à préparer, que nous avons ici dans la Genève. Nous avons espoir, un bloc que la famille Le Rouge va construire pour nous, qui permet que nous capables de mettre madame qui vient accoucher, les gens qui a peine accouché, nous avons un bloc pour eux. C'est ça qui est le plus gros projet que nous avons. Toutefois, avec ce nouveau bloc opératoire, Georges Ulysse se dit déterminé à servir la population de Cité-Soleil. Il en profite également pour remercier plusieurs partenaires, dont la famille Le Rouge, qui promet une salle d'opération moderne pour servir particulièrement les femmes enceintes. Yo moun le dit merci en premier c'est grand maître là parce que c'est dicté ban nous l'idée pour nous faire et ban nous patience en début de tout problème nous continuer avancer. M'm gen un partenaire que me le dit merci en pile tôt. C'est la famille Le Rouge et avec Le Rouge Actimonio. Et nous pas le grand bloc et avec Le Rouge Actimonio pour mettre que il y a construit un bloc pour nous faire tout son barrelé maternité, pédiatrie, etc. Très moderne. Déjà, on a dit, famille Le Rouge, un gros merci. Pendant que le pays tente de se remettre de la COVID-19, il est extrêmement important d'encourager la création de centres hospitaliers modernes dans le pays. En ce sens, le centre hospitalier Fontaine se veut un exemple. Après environ 6 mois de présence sur le terrain, l'Alliance pour la gestion des risques et la continuité des activités AGERCA a adressé le bilan de ses réalisations. L'association qui s'était engagée à asperger des bâtiments publics et privés et distribuer des kits spéciaux durant la période de la COVID-19 dit estimer qu'il faut continuer les campagnes de sensibilisation. Selon le coordonnateur de cette structure, M. Charles Tardieu, nous devons apprendre à vivre avec le virus. Écoutez. Que nous avons créé organisation qui est les PROC 19. C'est un regroupement de un paquet d'institutions de société civile là, sous leadership AGRK et VDH pour faire face à Covid-19 là. Nous avons des nouvelles phases avec de nouveaux financements pour que nous soyons capables de continuer la bataille contre Covid-19 là. Covid-19 là, il n'est pas fini. Et surtout, dis-nous que nous allons gagner pour nous apprendre à vivre avec Covid-19 là, parce qu'il ne faut pas prévoir que c'est une épidémie qui pourra disparaître rapidement. Donc, c'est peut-être ça que mesures de protection que nous prenons, certainement, ils ont joué un rôle et nous convaincus que c'est une raison qui fait que nous pas frapper autant que l'autre côté. Campagne que nous menons, campagne que nous continuons à mener, il faut que nous continuions et motivation en tout, avec la population en général, il faut que l'y continue. De son côté, le coordonnateur de PROC 19, M. Gérald Laborde, se félicite du travail de son organisation dans la lutte contre la COVID-19. Il entend continuer à œuvrer sur le terrain pour éradiquer le virus et se préparer à d'éventuels virus. En tout cas, ce travail-là nous fait ça, travaille ça sur 40 départements
Jean, monsieur t'a parlé de CPDEP, t'a parlé, et n'a continué. Kounia là, nous allons ça nourrir les zones sensibles pour que nous gagnions des actions, toucher le plus de monde possible, pour que nous gagnions encore plus de résultats. Il était impliqué depuis fin mars, impliqué sur le terrain, l'a financé en compagnie, en partenaire tant qu'au CPDEP, qui était présent sur le terrain, a fait sensibilisation, a fait aspersion sur différents marchés publics. Dans le commissariat, Kounia nous gagnons les écoles, on a fait les écoles, parce qu'il reprend l'activité scolaire là. Et puis, on a continué avec l'église Yoto qui est ouvrie. C'est à tout côté que gagne un pile monde qui vient, ça veut dire tant qu'au marché public, etc., etc. D'autre part, Emmanuel Pierre de la Protection civile a remercié tous les partenaires de son institution pour leur implication dans la lutte contre la COVID-19. Il affirme que la Protection civile compte sur eux pour faire face à tous les autres dangers auxquels le pays est exposé. Suivez. Travail qui fait dérivé jeune population et quand même nous quand même des changements de comportement dans pratique et population par rapport à Covid là. Et c'est grâce à cette mobilisation de la part des acteurs étatiques et des acteurs de la société civile du privé qui fait une dérivée à ça. Maintenant, dans le travail de protection population, dans le moment ça, nous sommes en pleine saison cyclonique, nous obligés d'adapter également le message dans le moment à contexte Covid là. Nous avons une saison cyclonique qui est particulièrement différente de l'autre parce que nous avons un Covid, une pandémie qui nous doit dilaver. Donc, encore une fois, avec support partenaire Système national de gestion externe des désastres, dont AGK, récemment, semaine dernière, là, nous avons fait expérience dans vrai message de sensibilisation à la population, tout en tenant compte de ces situations qui existaient par rapport à Covid là, et aussi adapter à abri provisoire qui te recevoir quelques monde dans des zones à contexte Covid là. Donc, nous avons remercié les partenaires, des partenaires de longue date du Système national de gestion des désastres, AGK en particulier. Le PNID comme un partenaire aussi du système qui a démonté le système depuis le commencement. Les structures d'organisation de la société civile, des organisations locales, dans le CPDEP, dans le VDH, on pense que nous avons continué à faire ce travail là, non seulement dans le cadre de sensibilisation pour Covid-19 qui est still là et que nous devons faire face à lui, mais aussi à tout danger que la population, que nous devons aider la population à surmonter, notamment danger qui est lié à l'aléa hydrométéorologique, danger qui est lié à l'aléa géotechnique. Donc, nous sommes toujours là comme système étatique pour nous accompagner les structures locales, structures périphériques dans un bon comportement afin que nous préservions la vie et la population. Le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, Jacques-Hans Ludwig Joseph, a installé la première boîte d'alerte anticorruption ce jeudi au niveau du parquet de Port-au-Prince bicentenaire. Jacques-Hans Ludwig Joseph a fait savoir que cette initiative a pour objectif de rassembler les dénonciations d'actes de corruption dans les institutions publiques et privées du pays. Il a annoncé la poursuite de cette démarche dans d'autres institutions publiques du pays. Jacques-Hans Ludwig Joseph au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Nous venons installer la première boîte alerte anticorruption qui pourra être établie dans toute institution publique. Choix institution ça, palais de justice. Pour nous installer la première boîte là, il y a un symbole important pour nous. Parce que la justice, c'est l'élément essentiel dans la bataille contre la corruption que nous avons menée au niveau de l'ULCC. Boîte ça, objectif, c'est renforcer le système alerte permanent que le décret 8 septembre 2004 là, qui créait ULCC. Décret ça, il fait une obligation pour établir plus de proximité avec la population, avec justiciables, avec agents publics, qui quel que soit le monde qui est victime, qui témoin d'un acte, d'un fait de corruption, il est capable facile d'accès à l'ULCC. En plus de la ligne 5656 qui est disponible de manière permanente pour tout le monde qui est victime, qui témoin d'un acte de corruption cabrélé, boîte ça qui est hautement sécurisée, disponible à partir d'aujourd'hui, non seulement par la justice, mais aussi dans d'autres institutions publiques comme ONA, DGI, OAVCT, douane, boîte ça, tout le monde.
capable de filer un petit papier là-dedans que ou écrit non, qu'on pas écrit non, de manière anonyme, ou si vous voulez vous identifier, ULCC a venu, agent assermenté ULCC exclusivement qui a accès à contenu WhatsApp. Donc c'est dans la logique ça que nous-mêmes, je dis, nous là pour nous venir installer cette boîte alerte anticorruption pour nous continuer cette bataille vitale pour la lutte contre la corruption. De son côté, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Gabriel Ducarmel, salue cette initiative répondant au décret du 24 septembre 2004 créant l'unité de lutte contre la corruption ULCC. Gabriel Ducarme en a profité pour inviter les citoyens à dénoncer tout acte de corruption remarqué dans les institutions publiques. Suivez. Et ça fait là, il fait selon l'esprit du décret du 8 septembre 2004 qui fait obligation à l'ULCC, n'est-ce pas, de mettre un système d'alerte permanente, de dépister des actes de corruption. Et nous tous nous connaissons que l'administration Moïse Joute, il fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille et que le président, dans plusieurs interventions qu'il fait, il déclarait que l'un des plus gros problèmes que nous avons confronté dans le pays, c'est la corruption. Et je pense que la question de corruption, c'est toute société qui doit mettre ensemble pour nous combattre. Donc, on croit que c'est un très bon signe. Et comme DG fait ce dit là, donc on va continuer à travers d'autres institutions pour que, et si il y a des doléances, des dénonciations pour faire, donc à travers boîte ça, on n'a pas fait. Restez branchés pour l'actualité internationale. Merci de suivre Info Pacifique à l'heure de l'actualité internationale. Violence policière aux États-Unis. Mouvement de boycott inédit dans le monde du sport en passe d'être annoncé. Le monde sportif américain, basketteur de la NBA en tête, a démarré un mouvement de boycott des compétitions sans précédent en réaction à l'affaire Jacob Blake, du nom du jeune afro-américain grièvement blessé par un policier qui relance le mouvement antiraciste aux États-Unis. Enclenché par l'équipe de basketball des Milwaukee Bucks qui a boycotté un match et contraint la NBA à reporter plusieurs autres rencontres mercredi, le mouvement s'est propagé à grande vitesse. Nous demandons le changement. On en a marre, a tweeté la superstar de et les Los Angeles Clippers ont voté pour l'abandon de la saison NBA. La joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka a quant à elle refusé de disputer la demi-finale du tournoi de Cincinnati, dont les organisateurs ont reporté d'un jour tous les matchs prévus jeudi. Des matchs de football et de baseball ont également été reportés en raison d'un boycott des joueurs. Grèce, Turquie, le bras de fer se poursuit. Ankara accuse Paris de se comporter en caïd. L'heure ne semble pas encore à l'apaisement entre la Grèce et la Turquie qui se disputent des eaux maritimes riches en hydrocarbures en Méditerranée orientale. Si la Grèce se dit prête à une désescalade, en échange d'un arrêt des provocations turques, elle décide dans le même temps d'étendre sa zone nautique sur sa façade maritime ouest, celle qui donne sur l'Italie. Un premier signal envoyé à Ankara, car une mesure similaire sur sa façade maritime orientale face à la Turquie serait un casus belli pour Ankara. Nous avons donné l'ordre aux océanographes d'achever le processus d'extension de nos eaux territoriales dans le cadre de l'accord. Nous avons conclu avec l'Égypte, a déclaré Nikos Dandias, le ministre grec des Affaires étrangères. Pour les zones qui ne font pas partie, nous allons poursuivre les négociations et nous déciderons ensuite des extensions. Merci, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Vous pouvez visiter notre site web partout dans le monde au www.radiotélépacifique.com. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télépacifique. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Restez branchés, la Radio Télévision Pacifique pour la suite de la programmation.